Hello les Itata, merci de votre fidélité. Une vie entre sport et musique au milieu d'un parcours professionnel très riche. C'est l'histoire de notre invité, homme de défis permanents. Il peut revendiquer d'avoir déjà eu plusieurs vies. Sans cesse porté vers de nouveaux projets, il aime repousser ses limites en digne sportif. Bonsoir Chantal Laviolette. Bonsoir Jean-Marc. Comment vas-tu? Je vais bien, comme dirait ma sœur Arsène. Tout va bien à part ce qui ne va pas. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es quelqu'un de très connu dans le milieu sportif, dans le milieu musical aussi. Et on va découvrir qu'en dehors de ça, tu as eu une vie professionnelle très riche avec de nombreuses années d'études. Mais d'abord, je le disais, en fait, on a l'impression que tu es un homme qui a déjà eu plusieurs vies. Vraisemblablement, je fais le constat après plusieurs années où la passion m'a animé parce que je suis né dans une famille de passion, des deux parents, mes deux jambes, côté papa, côté maman. Et dans lequel effectivement c'était, ma mère disait toujours c'est bail du vent, garder la Qui est boussole. d'ailleurs un de tes titres Oui. musicaux. Et qui c'est aussi, elle disait toujours vaut mieux vivre qu'exister. Donc dans cette notion de vivre, elle avait cette façon à elle de mettre de l'animation à la maison, de nous stimuler, de nous éveiller, de nous susciter, de nous prodiguer, et aussi de nous donner aussi quelques règles, je pense, qui forgent un peu la personnalité, le caractère et la détermination sur ces vies en question. Alors, je le disais, tu es un homme de défis permanents. On va pouvoir le voir tout au long de cette émission. Donc, merci de relever le défi de ces affaires, nous, te confier sur ta vie. Je sais que l'exercice d'introspection a été particulier. On va commencer par la vie familiale. C'est Kimounouye. Alors, je précise, Chanto, ce n'est pas ton vrai prénom, mais c'est le prénom usuel aujourd'hui, ou le surnom usuel que tu Oui. utilises. Ton vrai prénom, c'est André. Mon vrai prénom, c'est André. Mais Oui, tout le monde t'appelle Chanto. Écoute, oui, parce que il y a l'historique par rapport à l'arrière-grand-père de mon père, mon grand-père, mon père, qui a, notamment son grand-père qui a souhaité qu'il garde, que ça ne se perde pas, qui a demandé à ses parents que ce surnom, pour le coup, ne se perde pas. Donc c'était déjà un surnom qui C'était déjà un existait dans la surnom, famille. et puis il portait Chantal comme prénom, Léon Chantal. Et quand nous sommes nés, les garçons, c'était Tichanto, quand nous étions 4 garçons, donc Marcel, Daniel, Claude et moi-même. Et donc j'ai échangé énormément avec mon père, notamment sur cette partie-là, avec la famille aussi. Quand j'ai fait le choix, effectivement, de le porter en tant qu'artiste, ça a été une réunion familiale que j'ai souhaitée, qui a eu lieu. Et donc voilà, donc ça, d'un commun accord, on a choisi tous ensemble que je puisse le porter. Mais cela dit, je l'ai aussi porté à la fois dans les petites classes de secondaire, au collège, au lycée et aussi des études supérieures. D'ailleurs, mes amis sportifs étudiants aussi m'ont toujours prénommé Chanto. Il y en a certains qui ne connaissaient même pas mon prénom André. Donc on oubliera Voilà. André, on dira Chanto. Même si on a un document sur lequel on verra que c'est André qui est inscrit. Et je dirais pour mes tantes qui me regardent, il y avait aussi Sicré. Donc voilà, donc je suis... Non, il y a une volonté aussi de ma part, à travers ce surnom, d'ancrer, de faire un ancrage qui est familial, ce sont des valeurs qu'on nous a données, qu'on nous a prodiguées, qu'on nous a insufflées, et qui est ma ligne, qui est ma moelle aujourd'hui, ma colonne vertébrale, et qui me guide aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, alors certains fidèles de l'émission seront déçus parce qu'on n'a pas de photo de Chanto ou de André petit bébé, ni petit garçon. On a malheureusement une photo de toi à 16 ans. On va la voir, cette première photo. 16 ans et puis un peu plus tard. Ça te laisse sans voix. Oui,
Les deux, en plus, sont très marqués de cette décision prise à l'âge de 13 ans d'être un sportif que je souhaitais à ce stade de haut niveau. Donc, Alors à gauche, c'est plutôt le Tambouillet. alors non, c'était un stage. Alors j'avais été champion de Martinique sur 800. Il y avait une sélection des meilleurs athlètes de Martinique avec Max Mourinien, entre autres. Il y a Tal Messi, mon Dieu, son prénom, qui est à ma gauche là, à ma droite plutôt, mais je le vois à gauche. Donc on était, ça se passait pour le coup au Marin, donc on avait ce stage là-bas. Il y avait Claude Hierceau également, qui était vice-champion de France sur 400 mètres, qui était également du Marin. Et donc voilà, on voit dans ces deux photos l'ambition était là et la musique était déjà là, puisqu'effectivement le tambour était dans le quartier. Donc c'est la photo de droite, c'est une vraie médaille ou c'est une décoration? Non, alors cette médaille-là, c'est ma première médaille d'or remportée dans un cross organisé par l'hôpital du Marin à l'époque pour une collecte de fonds, voilà, pour une occasion de solidarité. Et donc, à cette occasion, on m'avait demandé, donc j'avais gagné, c'était dans le bourg, ça se déroulait. Et aussi, on m'a demandé de chanter. Déjà. On m'a demandé de chanter en clôture. Voilà, donc c'était ma première médaille. Donc j'ai pour cette photo en question, parce que j'ai enchaîné effectivement les victoires après. Donc on voit les coupes et certaines coupes. Oui, tout à fait. Voilà. On voit déjà que tu avais une certaine réussite. Tu es originaire du Marin, on l'a compris, mais tu es né au Marin, tu as grandi au Marin? Je suis né au Marin, donc il y avait une maternité au Marin à l'époque. Et donc Fonds-Jean-Libre, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et ensuite après à Béric, quartier Berry, jusqu'à 22 ans. Alors là on voit l'adolescent déjà, mais comment était l'enfant Chanteau Laviolette, André Laviolette? Alors si je me réfère à mes tantes justement on me prénommait Sicré, il paraît que j'aimais beaucoup les bananes jaunes. Et il paraît aussi que je souriais tout le temps, je ne pleurais pas et que j'étais un enfant gentil. Voilà. Bon, après, il disait enfant adorable. Et puis très serviable, puisque très tôt, je rendais service à mes parents, rendre service aussi aux personnes du quartier. Donc, quelque chose qui était déjà, pas que moi aussi, mes frères et sœurs, c'était pareil. Il y avait le côté très serviable à la fois dans le quartier et dans la famille. Donc, Et à l'adolescence, donc déjà partagé entre le sport et la musique? non, partagé, oui, aussi au sens que on vivait ces deux aspects-là, parce que mon père était lui-même aussi un sportif, et il aimait la boxe, il aimait aussi le vélo. On va te retrouver d'ailleurs sur la photo suivante en famille avec papa, maman. Donc papa était un boxeur. Il aimait la boxe, il était boxeur, mais il n'était pas que ça, il aimait aussi la course à pied. Donc c'est lui qui nous a donné aussi, Daniel, mon frère, avait pris un peu le relais, les crosses, on appelle ça le cross. Et d'ailleurs, j'ai démarré par le cross. Donc, d'ailleurs, ils m'ont accueilli. Là, j'avais un short, un short de tennis, puisque j'avais, à cette époque-là, effectivement, j'avais laissé l'athlétisme pour aller vers le tennis. Et donc, je revenais fraîchement de Paris, ils m'avaient accueilli, ils étaient tout contents. J'ai ma sœur Jocelyne, là, juste derrière. Donc, les relations avec les parents ah ouais, adorable. Franchement, éducation comment? Plutôt stricte ou plutôt ouverte? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'on était dans une époque où les deux parents se répartissaient un peu les rôles, et puis parfois ils avaient des rôles communs. Mon père, c'était, on va dire, plutôt architecte, un modèle très pragmatique, très mathématique. Voilà, donc lui, c'était limpide, il fallait que ça tout soit carré, précis, et il ordonnait assez vite le travail, la conduite. Et quand il demandait de rétablir une chose, il n'y avait pas une mouche qui volait. Ma mère était dans un rôle à la fois de velours, mais en même temps de rigueur aussi, parce que
elle avait ce regard précieux, puisque mon père a eu plusieurs métiers. Il a ébéniste, il a été contremaître sur les habitations, il a été aussi marin-pêcheur. Donc il a été aussi constructeur de maisons. Donc il faisait aussi des charpentes, notamment des maisons. Donc, il était aussi éclectique que son fils, quoi. Ben, je pense qu'on a pris un peu de ça. J'ai pris ça un peu de lui aussi. Il sculptait déjà, donc il y avait quand même la notion de création, de forger des choses. Et puis il était né aussi d'un père cordonnier. Donc, et puis ma mère, elle était là pour nous insuffler la dynamique du travail, mais pas l'entrepreneuriat, parce qu'elle avait créé sa micro-entreprise, qui était devenue plus qu'une micro-entreprise, dans laquelle, effectivement, elle avait créé une structure, on va dire ça, de couture et de prêt-à-porter, notamment pour tous les gens du quartier, pour les magasins du sud et de Fort-de-France. Voilà, donc elle aimait aussi cuisiner, donc elle était souvent sollicitée pour les mariages, les baptêmes, de plus de 500 personnes parfois. Donc voilà, donc elle avait ce côté entrepreneuriat, donc ça sous-entend l'anticipation, l'organisation, la répartition des rôles dans la maison, dans notre vie, et vraiment conseillée, puis elle nous suivait pas à pas, chacun avec ses qualités. Deux autres photos qui vont remuer des souvenirs. Je te laisse les décrire. Ah ouais, c'est une maman pain doux et une maman ferme. Ta grand-mère. Grand-mère. J'ai une maman, mais c'est la maman de ma maman. Mais c'était un lieu de refuge pour nous parce que j'ai pas connu. Donc c'est sa maison. C'est sa maison au Marin. Non, Sainte-Anne. À Sainte-Anne, pardon. À Sainte-Anne. Mon père est du Marin, donc qui était de Fond-Jean-Libre. Ma mère était de Sainte-Anne, donc j'ai pas connu la maison de côté papa. J'ai connu le lieu, mais pas la maison. Elle était, on va dire, plutôt en ruine quand je suis né. Mais là, par contre, effectivement, tout petit, quand on nous disait qu'on allait chez Maman Alice, qui était une femme très aimée à Sainte-Anne, dans les quartiers, qui avait aussi un petit commerce, d'ailleurs, un commerce boutique, qui faisait les boutiques de quartier. D'ailleurs, elle a eu ça aussi de sa mère, on l'appelait Dodo, grand-mère Dodo. Donc, non, c'est vraiment un lieu qui... il y avait la paix et la joie. Voilà, il y avait un peu de Maubin, là. Ouais. J'étais souvent sous cet arbre que j'aimais beaucoup, au Quai de Thiers. Il y avait aussi notre oncle... Tonton Victor, qui réparait des voitures. Nous, on allait souvent jouer dedans, avec les cousins et tout, avec les frères. Donc, non, c'est un lieu, chaque fois que j'y allais, j'ai l'impression que c'était la petite maison de la prairie, si on prend des exemples de films. Et où vraiment se ressourcer. Et puis, c'est un endroit où il y avait beaucoup les frères de mon grand-père, les amis de mon grand-père venaient, il y avait souvent de grandes fêtes. C'est des personnes qui ont eu mariage de coton, mariage, comment on dit, les noces, voilà, noces d'argent et noces d'or. Et j'ai assisté à ça et il fallait voir ça, c'était extraordinaire. La manière dont ça a été organisé, parce que j'étais là en amont. C'est vraiment un endroit où il y a le bonheur pour moi, en tant que petit, j'ai presque le bonheur parfait en fait. On continue à remonter l'arbre généalogique avec la lignée maternelle, je crois. Oui. Ben oui, on voit Dodo en haut à droite, maman Alice à gauche, et sa sœur aînée, tante Ginette. J'ai voulu les montrer parce que dans cette dimension intergénérationnelle, ce que je crois aujourd'hui, qui fait ce que je fais aujourd'hui, je pense que le fait m'a donné aujourd'hui à l'accompagnement, d'être impliqué dans le social, enfin quand je dis social, dans la vie sociale d'une manière générale, d'être près des gens, d'être dans l'animation qu'on dit de la cité, mais ça c'est des termes un peu très techniques. Ces personnes-là avaient développé quelque chose qui était très en relation avec la vie de tous les jours, mais la vie aussi dans l'année. Et mon grand-père qu'on voit pas sur cette photo. On le voit justement sur la photo suivante, on va le retrouver. Mon grand-père papa Mano,
qui est à droite, avec l'ancien maire de Sainte-Anne, j'ai pas le nom à ce stade, qui était adjoint au maire. Donc il y avait ce côté un peu politique. Alors, moi, je ne le regardais pas au sens politique d'aujourd'hui, au sens que on a les partis dans lesquels on défend une ligne politique, mais c'était surtout cette ambition d'améliorer les conditions de vie, de donner de l'espérance aux gens, de leur donner la possibilité de créer, de faire, d'engager des projets. Ouais. Et donc, dans la famille, ça a été le cas. On a eu tonton Charles, qui était capitaine sur un paquebot. C'est pas rien, qui a été formateur de beaucoup de skippers en Martinique, de gens qui en... Donc c'était vraiment... c'est cette partie-là que moi, j'ai voulu relever en montrant ces photos, que au fait, quand ce travail de transmission, il est pensé, il est fait avec le cœur aussi, surtout animé par le cœur et vouloir le bien faire, on laisse à ceux qui sont nos progénitures, mais à ceux qui sont dans notre entourage, quelque chose qui est pour moi qui est beau, qui a une très belle valeur. On continue avec les photos souvenirs, on va dire, mais celle-ci, pas forcément photo souvenir, elle est relativement récente. C'est une partie de la famille, une partie de la fratrie. Oui, alors nous sommes nombreux, nous étions 12, un petit peu plus que 12 parce qu'on a perdu 2 frères qu'on n'a pas vu naître. Mais ces deux-là, ces 2 frères, nous 3 là, j'ai voulu montrer que Daniel, qu'on voit là, Marcel n'y est pas, mais je trouve jusqu'à encore aujourd'hui, je suis très ému de dire ça parce que ils m'ont beaucoup apporté au fait. Ouais. Et il y en a un, celui qui est au centre. Daniel, c'est la rigueur dans le travail, parce qu'il était plus proche. Il me portait souvent. C'est la rigueur mentale, le fait de ne jamais se décourager, et aussi le côté un peu génie, c'est-à-dire rechercher le génie qu'on a en soi. Il m'a appris à jouer aux échecs, par exemple, et il a été très patient pour me laisser arriver à un stade. Il m'a aussi beaucoup encouragé pour mes études. Et puis la musique, il m'a fait découvrir la musique reggae, la musique internationale, la musique jazz. Et si je parle arrangements musicaux aujourd'hui, c'est le précurseur dans la famille qui m'a vraiment apporté. Claude, mon frère, nous sommes tous musiques. Il a joué la guitare, c'est le premier à avoir joué la guitare. Alice, ma sœur, a amené la guitare. Et Claude a été celui qui a été le plus doué au niveau guitare. Ça a été, même musicalement, je lui dis tout le jour, c'est un Paco de Lucia, c'est un Joss Benson de la maison. Et quand ils m'ont vu vouloir me lancer dans le projet musical, Chanteau et tout ça, donc ils m'ont chacun à leur façon accompagné à petits pas pour que je progresse, soit par la guitare, soit par la créativité, voilà. On discutait de tout, quoi. Ouais. On va devoir accélérer, Chanteau, parce que si tu mets autant de temps avec chaque photo, je pense qu'on risque de beaucoup déborder. Alors, on va voir maintenant la branche paternelle. On a vu tout à l'heure la branche maternelle. On va voir la branche paternelle, je crois, de ta famille. Oui, ils sont adorables. C'est, mon Dieu, rien qu'il en mot qu'il a. Il y a des tout. C'est un peu très mélangé. Mon Dieu, je pense qu'ils s'y voient, quand ils vont regarder, ou s'ils regardent, je pense que j'ai voulu vraiment leur faire un clin d'œil parce que ils ont été là à tous les moments, les grands moments, les moins bons moments. Et cette joie que vous voyez là, c'est ce qu'ils ont dans leur âme, dans leur cœur. Et donc, il y a à côté donc la famille Frédéric, la famille La Violette. On est tous là et on a toujours été très solidaires. Il y a aussi mes enfants présents. Ouais. Donc voilà, ils vont se reconnaître. Ouais. Et c'est cette notion de solidarité sincère et profonde que nous avons dans cette famille. Et on est tous différents et on a accepté nos différences et on a décidé de grandir avec ça. Et on dit tous en permanence, c'est une famille en or. Pas parce qu'on veut se le dire, c'est parce que vraiment nos parents, nos familles dans cette génération nous ont dit de garder ces choses précieuses. Alors 2 autres photos, je suis désolé, je sens que c'est très émouvant, mais 2 autres photos très fortes aussi. Là, ce sont tes enfants, tes descendants. Oui.
Donc à la guitare, ce sont les deux premiers, c'est ça? Oui. La guitare et puis la jeune fille. Mon premier garçon sur le fauteuil rouge, il aimait déjà la guitare, d'ailleurs il en joue un peu, il voulait faire de la basse. Donc aujourd'hui, ils ont quel âge? 25 ans. Et Kenza, ma fille, la deuxième, les pianos et chants, voilà. Et elle adore aussi tout ce qui est autour de l'art. Et sur l'autre photo, plutôt le chant des sportifs. Donc ce sont tes autres enfants. C'est mes autres enfants, donc j'en ai 5. Donc il y a Alan, il y a ma conjointe Sandra, il y a Lorenzo qui a porté à ce stade le flambeau au niveau national. On va en parler de On Lorenzo. va en parler tout à l'heure. Et il y a Lenny, le dernier. Et puis moi à côté. Donc en fait, c'est cette même ambiance. D'ailleurs, on voit Lorenzo bébé dans la première photo. Donc, on a toujours été cette notion de famille. Elle est très, très importante pour moi et pour nous. Et je suis très content qu'aujourd'hui, c'est eux qui aujourd'hui nous rappellent que c'est important et on a cette joie de faire les choses ensemble. C'est une équipe, au fait, c'est plus que la famille. On se répartit les rôles, d'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets. Alors, on va reparler de Lorenzo. On va le voir sur les deux photos suivantes. Lorenzo, qui est en digne fils de son père, qui a été lui-même, toi-même, tu as été un sportif de très bon niveau, jusqu'aux compétitions de master, de vétérans. Alors, il y a eu j'ai eu plusieurs stades, en fait. Donc, j'étais minime, champion de Martinique minime, sur 1500 et sur 800. Ensuite, sur 1000 mètres. Ensuite, après, je suis monté en tant que cadet. J'étais champion de Martinique sur 800 également, en UNSS notamment. Là, j'étais multi-champion, j'ai plus le nombre. Et Lorenzo, un peu, voilà, oui, c'est celui qui prend la relève et on le voit là. Donc, il est triple champion des Hauts-de-France. Donc double médaillé. Parce qu'il est licencié à Beauvais, hein, c'est ça? Il était licencié à Beauvais. Donc, voilà, c'est ça. Tout à fait. Il revient à la Martinique, donc il est à Martinique. Et donc voilà, et puis moi pour terminer, donc j'étais champion de Martinique junior sur 800. Et ensuite j'étais finaliste sur le championnat de France sur 800. J'étais espoir. Et ensuite, j'étais vice-champion d'Europe 4x400. Et puis ensuite, après, là, je prépare les masters. Donc voilà. Donc, et Lorenzo, donc sprinter, prometteur dès son plus jeune âge. On va voir d'ailleurs sur la photo suivante, il était à l'honneur lors d'une soirée des étoiles beauvaisiennes. Oui, c'est ça. Et c'était pour lui déjà. Il manque de reconnaissance parce que ça faisait, depuis l'âge de 4 ans, il était passionné depuis la Martinique. Quand on est parti sur la métropole, il a voulu reprendre la compétition. Donc on lui a donné les moyens de réussir. Il s'est donné les moyens de réussir. Nous, on a fait le travail de parents. Et lui, vraiment, il a été très acharné, très sérieux, très rigoureux. Bon, c'est vrai qu'il a eu l'appui des parents, mais aussi d'une très belle équipe derrière, qu'on va citer. Philippe Badelot, Roger Grangenois, Dimitri Desmonnières. On va en reparler parce qu'il est au cœur d'un projet, de Lorenzo, puisqu'il est maintenant de retour en Martinique. Voilà. Il est devenu, je ne sais pas si il a 19 ans, c'est ça? Là, il a... Non, mais je veux dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 18 ans. 18 ans, voilà. Et puis il y a aussi, puisque tes deux autres fils sont sportifs, il y a aussi Alan. Alan, oui. Là, il était champion de régional sur un relais. Et j'étais très content de le voir parce qu'il a la notion de la précision. Je ne vais pas dire le geste parfait, mais c'est c'est en tout cas sa prestation, sa course a permis qu'ils ont eu une longue avance sur le 4x60. Et ce jour-là, ils ont gagné. Et j'ai voulu immortaliser ça. C'est une manière de lui dire à lui qui nous regarder. Que j'ai foi en lui sur ses capacités, c'est ce qu'il est capable de faire et pas seulement dans le sport. Et ton troisième fils, avec ta seconde compagne, qui est Lenny, qu'on a vu dans la photo présente. Lui aussi, il est aussi sportif, il fait de l'athlétisme, lui aussi du sprint également.
Voilà. Très bien. Bon, on accélère parce qu'on est vraiment, on est vraiment en retard. Alors, on termine avec deux photos. D'abord, la Yole Sarah, bon marinois, tu as fêté... moi je pense que c'était important. Alors, c'est vrai qu'elle est pas... Elle n'est pas à la date d'aujourd'hui, mais j'ai voulu prendre celle-là parce que derrière cette voile, il y a mon père, en tout cas en termes de souvenirs, parce qu'il était yoleur. Il était marin-pêcheur, il aimait beaucoup ses courses. Quand ça arrivait, il partait, il allait regarder. J'ai eu une fois l'occasion d'être avec lui. C'était au bout du Marin, à la marina, près de... Ah mon Dieu, on appelle ça le Kayali. Et puis c'est aussi ce que ce sport au marin, avec la famille Lamont, un honneur à toute cette famille et tous ceux qui ont derrière donné, je dirais, une puissance à ce sport, à ce côté emblématique. Et surtout, ce côté fédérateur. On est dans un seul lieu, et je l'utilise souvent, par exemple, quand je fais des interventions en formation ou de coaching de cadre ou de sportif. La Yole, pour moi, c'est un lien de singularité, de coopération, d'entente et de compréhension, parce que s'il n'y a pas d'harmonie, au même titre que la musique, ben ça coule. Voilà, ça fonctionne moins bien. Alors, on précise qu'aujourd'hui, la Yole s'appelle Sarah Autodistribution et qu'elle a gagné le Tour des Yoles. C'était un petit clin d'œil aussi à la ville du Marin, parce qu'elle fait un travail considérable jusqu'à aujourd'hui, et un petit clin d'œil à toute la ville. Et puis on termine avec, si je te dis ton meilleur ami musique. Ah oui. Elie Eustache, c'est ça? Ben oui, parce que, alors ils ne sont pas tous là. On va en voir d'autres tout à l'heure. Voilà, mais pourquoi Elie, vraiment, je veux qu'il m'entende, parce que je l'ai souvent cité, mais je voulais qu'on voit sa tête. C'est pour moi, c'est le Barry White martiniquais. Il a une voix extraordinaire. Donc il chante. Il vit à l'extérieur. Il vit à Paris. Il a une voix extraordinaire. C'est un génie, c'est une espèce de Gilles Fleureau, Patrick Mélanger en termes de création, d'arrangement. Et puis c'est quelqu'un qui m'a, depuis le collège, on a démarré la musique ensemble, avec Tico, Corinne Paul Joseph. Voilà, il m'a aidé à démarrer le projet Chanteau, le premier album qui a été primé et qui m'a fait me lancer dans la musique. Donc c'est vraiment lui dire, vraiment mon frère. Voilà, je te dis vraiment merci. Merci du fond du cœur jusqu'à la fin de mes jours. On accélère, on passe à la rubrique Matinique. Alors, Chantola Violette, tu as une autre particularité au-delà du fait de faire du sport et de la musique en même temps. C'est que tu as fait 13 ans d'études. On va voir par où ça a commencé. Tu n'es pas médecin, je précise, pas médecin spécialiste, mais tu as quand même fait 13 ans d'études, donc presque l'équivalent d'une spécialisation médicale. D'abord, là, deux sites, le Lectat de Croix-Rivaille et puis le château de Rambouillet. Ouais, c'est quand je sors du collège Gérard Café au Marin, j'avais deux possibilités, partir sur soit Trinité ou Fort-de-France, puisque voilà, j'avais plutôt bien réussi ma troisième. Et je fais le choix d'aller là parce que je suis né on parle de ruralité, je suis né dans un quartier où l'agriculture était très présente, ça nous a nourris, c'est la science, c'est ce qui fait que l'homme grandit. Et puis c'est dans ce lieu que j'ai appris énormément. Donc une formation agricole? Agricole, de BEP, agricole, agriculture, élevage, donc la partie végétale et la partie animale. C'est là aussi que je réussis mon BEP et j'ai été admis avec 5 autres amis, Tao, Georges, ils sont plusieurs, je ne vais pas tous les nommer, mais Lixu Gérard et tout ça, donc Dorir et Denis et tout ça. On était admis en première et j'étais jusqu'en terminale, ce qu'on appelle le bac professionnel aujourd'hui, BTA au CEA, et j'ai fait 4 ans là-bas. Donc j'ai terminé, on était très technique, on a fini plutôt orientation gestion. Et donc puis ensuite, direction Rambouillet, le CEZ de Rambouillet. CEZ de Rambouillet, et je décide effectivement de partir sur un parcours assez long, où je choisis de passer pour suivre ma première formation post-bac. C'est un endroit où j'ai réussi avec mention bien.
Et C'était arrivé quel type de formation? À Rambouillet ou Ouais, à Rambouillet. À Rambouillet, c'était le certificat de spécialisation avicuniculture, transformation des produits. Donc volaille et lapin. Volailles, lapins et petits animaux. Il y avait les foie gras, Ouais. mais il y avait aussi les escargots. Enfin voilà, il y avait un certain nombre d'autres, les cailles, les pigeons. Enfin voilà. Et donc on avait à la fois l'élevage, la production, l'abattage et la transformation et les mises sous vide pour la grande distribution ou dans les points de distribution de gastronomie. Par la suite, alors on va te retrouver en bonne compagnie. Par la suite, direction Vendôme. Oui, alors mes amis ils étaient partis avant moi. Toujours dans la filière agricole. Toujours filière agricole, donc là c'est en BTS production animale avec une orientation nutrition, donc d'où j'ai beaucoup souvent évoqué. Donc on retrouve l'XP Gérard, tiens, nous avons à cette époque-là cette ambition de révolutionner, de développer, mettre de l'économie dans tous les sujets agricoles et non agricoles, et on avait envie de faire des choses, de monter des projets, monter des entreprises. On avait en train l'équivalent d'un grand parc dans lequel on mettait plusieurs activités. Et là, c'est Jackie René Corail. Quand on a fait cette photo, on l'a immortalisé vraiment parce que on voulait allier l'intellectuel et la dimension technique. Et on était très solidaires dans l'esprit qu'on avait à Aquarivaille, avec Jean-Claude Gertrude, tous ses amis, on était nombreux. Hein, et tous les profs, d'ailleurs, Mme Inama, M. Descas, Mme Mussulet, Mme Gaumont, enfin, Mme Marine, tous les profs là-bas, M. Étolin, l'équipe pédagogique, ils avaient le cœur. Ils avaient envie de nous voir réussir comme leurs enfants. Oui. Ils nous ont beaucoup donné surtout de la méthode et je dirais un cerveau bien fait pour pouvoir poursuivre. Alors, après Vendôme, il y a eu la maison familiale rurale de Coqueré-Aumont, c'est pas facile à dire. Oh là là. Et puis le CFPPA d'Yvetot. Alors, rapidement, un mot rapidement sur ces deux établissements. Alors, au fait, sorti de ce BTS Production, je sentais qu'il me manquait quand même la partie financière et cette dimension comptable. Donc, pour compléter ma formation, j'ai l'occasion effectivement de demander conseil à Maurice José. Il est président de chambre actuellement. José Maurice. José Maurice, ouais. Qui, lui, avait fait le CSE de Rambouillet avec moi. Donc, donc je fais la première année à Bouy-Contrebert. Et puis, il me dit non, mais vu ton âge, fais quelque chose en alternance. Tu seras vraiment sur le terrain. Donc là, on est déjà dans l'apprentissage. Ouais. Et je choisis effectivement ces deux lieux parce qu'il y en a un qui me permet effectivement de faire le BTS comptabilité gestion, audit et gestion aussi, parce qu'il y avait une spécialité audit et gestion, ce que je fais actuellement. Et l'autre, il y avait une formation, au fait c'était une formation de niveau licence, Bac plus 3, validée, une certification de spécialisation également, qui était technico-commerciaux, négociation, vente à affaires internationales, et spécialisée avec une option agroalimentaire. Et ces deux lieux-là ont été un tournant important dans ma vie parce que j'ai appris à ces deux endroits, on va dire, la stratégie d'entreprise pour la partie avec les intervenants, l'application dans l'entreprise de manière concrète. Et puis de l'autre côté, c'est tout le volet distribution, c'est-à-dire comment allier urbain, métier tertiaire et métier production agricole. Ouais. Et sorti de là, je ne sais pas si on va en parler. Alors justement, après ça, alors il y a tellement de choses que la chronologie est pas toujours évidente. Il y a eu l'IEDREA, qui est un institut de hautes études à Nanterre. Paris. C'est ça? Oui, à la Défense. À la Défense. Donc un peu un changement d'orientation? Non, en fait, c'était pas un changement d'orientation. J'avais un plan mes parents nous avaient appris à avoir un plan dans d'avoir une ambition claire et avoir un plan clair. Alors, c'était pas évident que ça soit compris par tous, mais je pense que c'était important pour moi, c'est de disposer d'un certain nombre de compétences pour pouvoir travailler ou mener à bien mes propres projets et aussi les projets des autres. Ou en tout cas, ma participation au projet des autres. Donc l'IDREA vient vient en tout cas me donner cette dimension internationale, la pluridisciplinarité
Disciplinarité. Disciplinarité, pas seulement dans l'aspect agro, mais sur la dimension management, la dimension développement, stratégie d'affaires. Et j'avais choisi, donc c'est une école, ce qu'il faut préciser, d'aménagement du territoire, de juristes. C'est une école également de gestion, finance. Qui vient de fêter, qui a fêté il n'y a pas longtemps ses 70 ans. Tu y étais. J'étais invité. On a vu la vidéo, on n'aura pas le temps. Et puis Sanofi, c'est un de tes premiers emplois en fait. Oui, je sors de là. Nous étions 10 sur ce poste au plan national. Et donc après les tests de recrutement, j'ai été celui qui a été retenu pour faire une étude, j'étais chargé de mission, donc une étude internationale sur la production des appos, ça s'appelle ça pectine, c'est les pelures des agrumes au niveau mondial. Donc il fallait que j'identifie les zones à la fois de production, de transformation pour calculer le volume, l'industrie à mettre derrière et la logistique pour permettre à Sanofi effectivement de revoir sa stratégie d'appro pour les productions agroalimentaires. Alors, un petit clin d'œil aux amis étudiants et étudiantes de l'époque. Tu étais là entre de bonnes mains. Je crois que c'est cette vie en question où se jalonnent un certain nombre de rencontres. Là, on voit par exemple à gauche de l'époque mes deux meilleurs amis, ce sont des Kabyles. Ils viennent d'Algérie, donc Gigi et Linda. Et une autre amie qui était là au campus de Chelchar à Nanterre. Donc un petit coucou à tous ceux que j'ai rencontrés, les Martiniquais, d'ailleurs, on travaille ensemble d'ailleurs actuellement. Et cette autre photo, je suis très content de l'avoir trouvée, de la revoir. C'est là que ça montre la beauté du monde, au fait, parce qu'il y avait franchement, le côté cosmopolite des études de la région parisienne, italien, espagnol, africain, martiniquais, réunionnais. Vraiment, on avait tout le monde, tunisien, chinois. Vraiment, on était vraiment une grande famille. Et ce qui était pour terminer sur ça, on avait cette habitude de s'entraider pour les études et partager nos recettes gastronomiques et cuisiner ensemble. Et faire la fête ensemble, bien sûr. On continue avec l'activité professionnelle. Le CIVAM, en quelques mots, on te retrouve là. Alors, c'est peut-être une séance de travail, mais en tout cas au restaurant. Mais le CIVAM, c'était quoi? Alors, CIVAM, Fédération nationale. La mémoire m'échappe aujourd'hui. C'est un organisme qui s'était chargé de travailler sur les micro-projets, notamment dans les zones de montagne. Parce que souvent, on avait des structures très développées sur les grandes zones. Et tout ce qui était micro, Pyrénées, pour parler de la métropole par exemple, Clermont-Ferrand, Auvergne et tout. Moi, j'avais anticipé. Pourquoi j'avais fait ce choix bien sûr, j'ai fait la recherche. J'ai été pris comme représentant de l'outre-mer. Et parce que, comme nous étions la Martinique, c'était une zone de montagne, en tout cas, beaucoup de relief, une topographie très accidentée. Donc, je voulais comprendre comment ça se fait au niveau européen et au niveau national, la manière de travailler les business plans. Et c'est à cet endroit que j'ai appris l'ingénierie financière des fonds européens et des fonds nationaux pour les projets, notamment dans le domaine agroalimentaire. Ce qui a fait que tu te prenais pour un penseur, on va voir rapidement pour l'anecdote la photo suivante. Il y a un petit côté effectivement penseur de Rodin, mais un peu un penseur afro-américain sur la photo. Enfin, c'était pour l'anecdote, hein, là. Mais ça révèle l'ambition que tu pouvais avoir à ce moment-là. Oui, je pense que c'était volontaire à l'époque. On voit en arrière-plan la bibliothèque avec. Je crois que la connaissance, c'est extrêmement important d'avoir la connaissance dans laquelle, effectivement, aujourd'hui, je travaille notamment sur la gestion des emplois et des compétences. Et on voit bien la notion des niveaux de compétences qu'on peut avoir en termes d'exercice. Et c'était un peu l'ambition que j'avais. Et je suis très content de... Alors, on accélère avec l'activité professionnelle. Donc, il y a eu deux expériences chez BP, British Petroleum à l'époque. Voilà, donc. Et puis Rome Finance. Alors, ces deux WOM, je précise, rien à voir avec notre Rome. Oui, ces deux expériences sont à la fois, je suis dans la filière pétrolière, mais avec le volet distribution, puisque je ne l'ai pas précisé, mais dans mon parcours de formation, j'avais aussi l'option distribution.
Et j'avais choisi cette structure qui alliait le volet industriel et le volet distribution. Ouais. Et c'était une première de voir à la fois un Africain et une Française à la tête de ce réseau, pour lesquels, effectivement, on tournait sur l'île de France et j'ai pris une grande expérience. De l'autre côté, on était sur la dimension financière pure, pour faire corps avec ma formation, sur la dimension, la bourse, les placements, le patrimoine, la gestion du patrimoine. Ouais. Après, il y a un retour en Martinique, à MIC Formation, Oui. pour donner un coup de main, je crois. C'est plus qu'un coup de main. Je crois que quand je suis parti, c'était une ambition assez claire et précise. C'était pas un hasard. Je l'ai dit à ma famille. Je partais pour disposer. Je partais pour voir optimiser des capacités, des certifications, ma formation. Et j'ai souhaité. Ma sœur m'a donné ma chance plus jeune avant de partir. D'apprendre ce métier, mais j'ai fait mes études. Mais quand je suis revenu, je me suis dit, c'est l'occasion de tout ce qu'elle m'a donné. Merci à Arsène, pas à qu'elle, mais à toute la famille. Mais merci de m'avoir permis de rentrer dans la formation professionnelle, à la fois continue et initiale. Et aujourd'hui, je suis content de voir entre un centre d'insertion qui a été très développé aujourd'hui sur... Alors ensuite, il y avait l'expérience NASEA, d'abord à Paris. On voit l'immeuble d'une NASEA à Paris, là. Et puis ensuite ici. Oui, c'est ça. Dans un établissement qui est devenu l'agence de services et de paiement, l'ASP. Oui, donc petit coucou, je profite un petit coucou à Pascal Raphaël, où on a fait l'IDREA ensemble, et qui m'avait en tout cas conseillé. Et quand l'offre de recrutement est tombée, c'est la directrice de l'IDREA à l'époque qui m'a dit, voilà, il y a une offre pour la Martinique, vous êtes plusieurs, je t'ai choisi parmi. Donc c'était à Paris, donc j'étais sur place, j'ai passé l'entretien. J'ai été retenu et j'étais très heureux d'être retenu. Et puis on m'a muté effectivement sur la Martinique. Je suis rentré. Et pendant 3 ans, effectivement, j'ai occupé ce poste de chargé de mission pour l'installation des jeunes agriculteurs et le développement de l'agrotourisme et la gestion des subventions européennes et le développement des exploitations agricoles. 2 photos pour finir. Alors d'abord une capture d'écran pour montrer que André Laviolette, là c'est André, Chanteau Laviolette était gérant de 2 entreprises, Stratégie Caraïbes et puis Excellence Consulting. C'était un peu la bascule là vers le consulting, la formation. Ouais, c'était dans mes défis. Au fait, c'était comment traduire un peu toute cette multitude à la fois de compréhension. Il y a eu un peu de rêve dedans, il y a eu aussi des réalités, il y a eu aussi des moments difficiles, des moments d'apprentissage. J'ai appris avec tous ceux qui m'ont fait confiance. J'ai aussi appris avec ce qui a moins bien fonctionné. Mais en tout cas, l'ambition était déjà là, c'est de faire corps de mes 2 parties, on va dire, de mon côté, entre l'art et je dirais la force qu'on a de développer nos capacités. De montrer qu'on ne peut pas se couper en 2 et que ces structures-là devaient être le symbole de ça. Et puis il y a eu une expérience après un moment... Donc là, c'était de la formation notamment. Et puis il y a eu l'expérience Imaflore, l'interprofession végétale, après des moments difficiles, on va dire. Oui, je crois que dans cette traversée, tout était utile et intéressant. Et donc, juste avant d'entrer à l'Imaflore, j'étais formateur et enseignant, parce que j'étais enseignant au lectat de Coiriouaille, parce que j'étais revenu sur les lieux. J'étais formateur au CFPPA de Rivière-Pilotre. Merci, un petit coucou à M. Toudard et M. Montfort et à toute l'équipe. Et j'ai été appelé effectivement pour... il y avait le redressement de l'interprofession à cette époque, et il y avait un développement... L'interprofession du végétal. De la filière végétale. Donc il y avait un travail intéressant. Donc voilà, pendant 3 ans, j'ai eu cette mission qui était assez coriace, mais très, très riche à tout point de vue, humainement. Voilà, ça m'a ouvert énormément de portes et ça m'a permis aussi, même par rapport à la formation professionnelle, de montrer entre le terrain et la perspective ce qui était possible dans les secteurs d'activité. Alors aujourd'hui, tu as un cabinet qui s'appelle Transversal. Oui, c'est et on va voir dans la prochaine partie qu'il y a beaucoup d'interactions entre sport et musique.
c'est la rubrique politique. On va devoir aller vite, Chanto, parce qu'on est très très en retard. On commence par une photo, donc on va parler de tes engagements, là, et les engagements, on va retrouver là comme par hasard le sport et la musique, mais pas que. D'abord, tu disais tout à l'heure sur une des photos que tu avais laissé un peu l'athlétisme pour le tennis. On voit là la photo du tennisman, ça a duré longtemps? Ça a duré 5 ans. Voilà, 5 ans. C'était un moment de pause parce que j'avais pas réussi les championnats de France juniors espoir sur 800. Donc j'ai voulu essayer le tennis, donc avec un ami, Dori Denis, mon meilleur ami à cette époque-là qu'on s'était lancé. Donc j'ai essayé, j'étais très fier de ceux qui m'ont appris. Alors j'oublie son prénom. Enfin bref, il y a ceux qui m'ont appris à jouer. Ouais. Et j'ai été finaliste sur le tournoi de Seine-Saint-Denis et demi-finaliste. Et donc voilà, ça m'a permis aussi de comprendre pas seulement la question de l'athlétisme, mais pourquoi aussi je me consacre au sport de haut niveau et pourquoi je me consacre au sport aujourd'hui, au sport olympique de manière générale. Donc, et pourquoi aussi, entre autres, le projet d'accompagner Lorenzo sur son projet personnel. Alors, on continue avec toi on va voir deux photos, une photo de course sur route, d'un cross en fait, et puis d'une médaille, parce que tu as été médaillé au championnat de France championnat d'Europe. Championnat d'Europe de relais, c'est ça? De relais, c'est ça. Pour les vétérans? Non, c'était senior. C'était senior. C'était senior. Vétéran, c'est bientôt. Et donc, effectivement, je sors des championnats d'Europe, donc je suis vice-champion. Mais comme j'étais dans ma commune, il y avait ce cross, c'était la fête patronale du marin. Je voulais quand même revivre ça. Et on voit bien que ma musculature c'est pas une musculature de fondeur. Et je passais dans mon quartier et la famille avait immortalisé cette photo. Et donc voilà, pour moi, ça reste quand même un moment très gravé qui montre mon parcours à la fois dans le sport, sur toutes ces dimensions en question. Deux photos qui font le lien entre les anciens sportifs de haut niveau. On reconnaît là Roger Grangenois, Dimitri Lémonière également, je crois. Oui, tout à fait. Et puis en dessous, toi, avec les jeunes. Les jeunes qui sont la relève de la Scoia d'aujourd'hui. De la Scoia, et puis qui sont des gens aujourd'hui qui sont à la tête. Si on voit Dimitri à ma droite, là, enfin à ma gauche, mais à ma droite. Qui est à la tête de la direction de l'INSEP au pôle athlétisme. Tu travailles beaucoup avec les relais sprint de l'équipe de France. De France et paralympique. Donc, on voit, il y a Gladys Béliard qui a été championne de France, multi-championne de France, championne d'Europe. Oui, rapidement, parce que voilà. Kawis Kalini, enfin voilà, on était Roger qui est là, on était plus jeunes. Et puis à côté c'est ma reprise la relève. La relève où je suis revenu en Martinique et apporté ma contribution avec Roger. Un petit clin d'œil quand même à l'Olympique du Marin aussi, parce qu'avec Herman Ponzo et Colette Besson qui m'ont forgé au Marin avant de basculer au club colonial avec Max Mounière, et ensuite après merci Roger de m'avoir vraiment de basculer sur Alors le sprint. Roger Grangenois qu'on va retrouver là, avec quelqu'un qui est dans le projet, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu prépares aujourd'hui, on en a parlé rapidement, un projet autour de Dimitri, de Lorenzo, ton fils, mais autour de jeunes sportifs de haut niveau. L'objectif, c'est de créer une espèce de pôle. Oui, au fait, alors, donc, Roger Grangenois et à droite, Hugues Valence. Hugues. Alors, il me manque une photo, un petit coucou à Phil Balglou aussi, et à Loïc Dijon, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on a une équipe qui est là, autour de Lorenzo. Hugues Valence, qui a été champion du monde master, mais champion de France aussi plus jeune. Donc là, il y a 2 ans, on a pris la décision de reprendre d'aller au championnat du monde master. Donc on se prépare pour ça. Roger qui a accepté d'accompagner Lorenzo depuis l'âge de 4 ans et qui l'a repris, et même quand il était à Beauvais. Qui a choisi aussi de m'entraîner à titre personnel. Dimitri, je ne sais pas si on le verra. Oui, Dimitri Lémonière, dont on va retrouver la photo, effectivement. Je tiens, c'est important que je montre ces personnes. On ne voit pas Phil Badlou, mais que je nomme ces personnes et qu'on les voit, parce que
on a en Martinique, il n'y a pas que, il y a d'autres entraîneurs, Berquier, ils sont nombreux à œuvrer pour la Martinique. Et on a une force vive avec du très haut niveau olympique. Et je crois qu'on a cette possibilité en Martinique de le faire. Et ça se fait... Donc c'est l'objectif aujourd'hui de Transversal Sport que tu as... C'est à travers ça. Il y a un pôle quand même d'élite sportive en Martinique et je crois qu'ils font un travail formidable et il faut le saluer. Et Lorenzo, donc on va revoir avec le passage de témoin avec papa. Lorenzo, ton fils, est un peu au cœur du projet. Oui, en fait, cette photo, un peu le symbole, j'ai le relais, j'ai gardé le témoin des championnats d'Europe. Là, ma dernière coupe gagnée, j'avais 50 ans sur 1000 mètres. J'étais champion de Martinique hors stade, avec les jeunes en plus. Et Lorenzo, qui est champion de France minime et qui est triple champion régional. Donc on aura l'occasion de reparler de ce projet très ambitieux qui est en fait d'accompagner le pôle élite pour faire émerger En tout cas, moi, je me rends au service de la Martinique et pas que la Martinique, mais en tout cas des Martiniquais, parce qu'il y a, sur la notion du sport en tant que tel, on est nombreux à ceux qui sont déjà là, qui œuvrent beaucoup et pour pouvoir... il y a les JO qui ont lieu actuellement et on a des ambitions pour les années à venir. Alors, 2 photos rapidement, mais c'est juste pour signaler ton engagement auprès des agriculteurs du cœur. On ne peut pas en parler très longtemps, mais en 30 secondes. J'ai été appelé suite au colloque international pour les 70 ans de l'IDREA sur la stratégie de repenser la bioéconomie et dans le domaine économique et social. Et sous cette partie sociale, il y a eu cette organisation, les agriculteurs du cœur, qui ont eu l'ambition effectivement d'aider les gens à sortir du Covid, notamment tous ceux qui ont eu des difficultés majeures. Mais pas que ça, il fallait donner de l'espoir à beaucoup de familles, à beaucoup d'étudiants. Et donc j'ai été appelé pour être membre fondateur, donc je le suis actuellement. J'étais vice-président de cette structure. Ambassadeur pour la Caraïbe également. Et ambassadeur pour l'Outre-mer. Donc on a mis l'opération qui a fait 1000 tonnes de récolte, plus de 2 millions de repas. Et j'étais aussi le trésorier de cette structure. Donc je suis resté ambassadeur depuis que je suis revenu en Martinique. Et ça t'a valu donc aussi une intervention sur RMC à Paris, sur le national. Bon, on va terminer avec la partie musique, parce que c'est important aussi. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais très rapidement. Alors là, on a deux photos, Chanto. Ton premier album, qui doit dater de 2007. C'est ça. Et puis, une partie de la boucle qui était bouclée avec un concert à l'Atrium en 2018. C'est un peu osé, j'avoue. Tu as toujours fait du chant, tu as accompagné des ballets, etc. Mais là, tu avais décidé de te lancer... En solo, oui, voilà. Solo. C'était un peu ambitieux parce que le premier album, c'était avec Mario Canonge, Michel Alibaud, Jean-Philippe Fanfan, Thierry Delaney, Marie-Céline Cronet. On était nombreux, là, quand même. Bago Balthazar, qui sont mes fidèles, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Ce premier album qui a eu le prix SACEM et qui a eu une tournée internationale. Enfin, il y a des titres qui ont tourné à l'international, notamment sur RFI aussi, Paris. Et donc, cette ambition-là, c'était à la fois montrer, c'était mariage d'essence entre le jazz, et ça reprend ce que je disais avec mon frère Daniel, et la musique zouk que je voulais défendre. Et merci à Kassav. Et il y a eu ce beau concert à l'Atrium en 2018. Voilà, alors, ça représentait pour moi le retour au pays natal, au sens que j'avais fait tout ce travail-là à Paris, mais il était important pour moi que ça se passe sur mes terres. Et quand j'ai osé faire l'Atrium, on m'a dit, c'est un peu... Voilà, mais on met tous ceux qui m'ont accompagné, Michel Alibaud, Thierry... On va voir des photos. Je propose qu'on écoute 2 extraits de tes morceaux et puis on en reparle juste après. Éclairé au doudou, souple, tout ça qui bien vrai. Déclaré au doudou, souple, il est pour mailler.
Voilà, deux extraits déclarés, et puis ça c'est pour l'amour, avec les lyrics, les paroles, qui en style karaoké, qui définissent un petit peu ce que tu décris toi comme des chansons d'amour en fait. Tu es un chanteur de chansons d'amour, tu es un crooner. Mes pères, ceux qui m'ont accompagné dans son projet. On va voir justement quelques photos de gens qui t'ont accompagné durant tout ce cheminement vers la musique. Rapidement, Chanto, je comprends l'émotion, mais on a vraiment beaucoup débordé. Tu les as super bien. Donc, Madame Darius, c'est ça, Martine Darius. Oui, parce que je rentre dans le ballet Fleur de Cannelle, en jouant du tambour dans le quartier. Thierry Vaton. Non, après, c'est Ludbert Rodrigue. Voilà, un petit coucou à la famille, qui m'a appris à jouer à la guitare, après papa, parce que papa m'a appris après. Ensuite, Thierry Vaton et Rodi Sérillon, qu'on ne voit pas, qu'on va peut-être voir après, je ne sais pas, qui m'ont pris en main et qui ont permis de faire le son Chanto, la griffe Chanto. Qu'on a entendu. Et voilà. Puis Pippo Martelli, qui t'a encouragé. Qui m'a beaucoup encouragé, qui s'est déplacé personnellement à un concert à l'Atrium, qui m'a attendu à la sortie du concert. Il ne m'a pas laissé sortir de la scène pour me témoigner son encouragement pour la suite et pour tout ce que je fais. On va voir deux autres personnes très importantes aussi dans ton projet. Michel Alibo, le bassiste, et puis Nicole Cage. Oui, Michel, quand je lui ai demandé d'être sur l'album, sur ces deux albums, il m'a dit « envoie-moi et je te réponds ». Et on s'est rencontrés à Place d'Italie. Et il m'a envoyé un SMS, il m'a dit « Banco ». Et il a rajouté quelque chose. Bon, il a dit « T'es un génie ». Voilà. Et Nicole Cage qui t'a accompagné sur l'écriture des morceaux. Voilà. Nicole Cage, je sais pas... alors, je précise, c'est important parce que elle m'a découvert à travers, justement, Ça c'est Poulain Mou. J'étais dans une émission, dans une autre télé. Et elle a tenu à me joindre. Et c'est vrai que c'est aussi une artiste, mais aussi une grande écrivaine. Pour moi, c'est là aussi la plume d'aujourd'hui et de demain, et d'hier, et qui aujourd'hui a su, dans mon projet, donner du sens à mon écriture et à ce que j'ai pu, parce qu'on a sorti un premier livre avec 200 pages. Donc elle a participé à quelque chose qui est d'ordre de l'âme et qu'elle m'a aidé à mettre par écrit. Un logo, le studio des abeilles, tu y tenais? Oui. Audi. Just Rodi Sérillon, mon ami, mon frère. Voilà, tu m'as pris en main au même titre que Thierry Vaton, Nicolas Pellage, tout ça, Dominique Lorté, Caroline Loyal. Tu m'as pris en main dans ce studio. C'est vraiment la ruche. Je l'appelle tout le temps la ruche. Et puis deux autres photos qui montrent comment tu te prépares. En fait, cette photo où on te voit en train de travailler au conservatoire de l'opéra. Oui, parce que... Donc avec une professeure de chant, c'est ça? Oui, c'est ça, les profs d'opéra. Au fait, j'étais assez à l'aise chez moi. Et puis que je sortais dehors, c'était pas toujours évident parce qu'on n'était pas encore totalement aguerris. Et d'ailleurs, dans l'autre photo, nous sommes en répétition pour le concert à Trium. On voit Georges Granville, Nicolas Pellage, Linda Ray, Thierry Delaney, on voit Thomas Bellon. Donc, il y avait aussi Grégory. Tu avais vraiment choisi des pointures. Non, mais ils ont choisi avant tout le projet et l'âme du projet. Et je suis très content. Et Odile m'a donné le chemin sur cette dimension vocale qu'il fallait que je sois plus à l'aise. D'autres partenaires importants pour toi, des musiciens et puis le groupe folklorique Tia Créole? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la team Chanto. Ils ont œuvré, ont retrouvé Elie Eustache, Marissé, Caroline, Nicolas, Thierry, voilà. Et puis de l'autre côté, ceux avec le ballet, dans le prolongement du travail avec Fleur de Cannelle. On a fait une tournée à Paris avec Fleur de Cannelle. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Didier Saint-Prix, qui m'a donné l'occasion de m'exprimer. Jean-Michel Filin, qui me donne l'occasion en Martinique et aussi en tournée en métropole. Sur des tournées à être dans cette notion de chorégraphie. Alors, on termine avec ton dernier morceau, Digital là, que les gens peuvent voir sur YouTube aujourd'hui. On regarde un extrait très rapide parce qu'on est très en retard et puis on revient. Tout le monde digital.
digitalisé, tout le monde a ubérisé. C'est quoi ça? Digital là, qu'a mangé nous, digital là, qu'a vendu nous. En samedi soir, m'a tout vini collé pour moi. Encore une fois, il bien branché, en téléphone ligne. C'était en soir, beauté fini collé pour moi. Encore une fois, il bien branché, en téléphone là. Voilà, on retrouve un son qui nous rappelle une certaine époque avec de vraies histoires à travers les paroles, etc. Oui. Donc Digital là qu'on peut retrouver sur ta page YouTube. C'est ça, sur ma chaîne. Et dans ça, j'ai fait un lien entre style jazz, de l'époque, un petit coucou au marin, Cassie Tempo, mon frère Claude, jusqu'à remonter à la date d'aujourd'hui. C'est ce lien entre la musique et la vie d'une manière générale. Et moi, ce titre digital, c'est montrer qu'on n'est pas que musique, mais aussi on a tout ce qui nous entoure et toutes les évolutions, on y est confronté. Donc il y a à la fois la manière de construire les choses de manière optimale, mais en même temps de la prudence qui tient nos équilibres dans ce qu'on fait. Et voilà, donc j'ai voulu montrer qu'on est capable, entre hier et aujourd'hui, de mieux préparer l'avenir. Bon, Chantal Laviolette, merci beaucoup. On a compris que tu es en train de boucler la boucle en fait, entre la musique, le sport et puis ton activité professionnelle. Tout ça est en train aujourd'hui de converger, puisque ça fait partie du projet en fait. Oui, je crois on est tous face à ça. Un petit coup, je voulais remercier aussi Elisabeth Jean-François, on a un peu cette même fibre qui m'a accompagné entre l'entreprise, l'entrepreneuriat, la musique, quels que soient les talents qu'on a. Il ne faut pas avoir peur et il faut garder ses rêves et avancer. Merci beaucoup Chantal Laviolette. On aura l'occasion d'en reparler, de parler de tous ces projets. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Zitata. Très bonne soirée ou très bonne journée.